Bonjour et bienvenue. On est le 11 janvier 2026 et aujourd'hui on va se pencher sur un vrai casse-tête dans le monde des cryptos. Bonjour. Oui, un paradoxe assez flagrant. Exactement. Rappelez-vous, il y a 3 mois à peine, en octobre 2025, c'était l'euphorie totale. Le Bitcoin pulvérisait son record, il a touché un sommet incroyable à 126 183 dollars. Un chiffre qui a fait rêver beaucoup de monde. Et aujourd'hui, il stagne. Il se traîne autour de 90 000 dollars, ce qui fait une correction de presque 30%. Ce qui est énorme. Et le truc qui cloche vraiment, c'est que ça arrive au moment même où les géants de la finance, les fonds, les entreprises n'ont jamais autant misé dessus. L'adoption est massive. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est la question. À 90 000 dollars du coup. Et la réponse, qui se trouve dans l'analyse de nos sources, ce n'est pas un simple accident de marché. C'est bien plus profond. C'est-à-dire? C'est une réalité mathématique en fait. Presque inévitable. En analysant 15 ans de données, plus de 800 semaines de cours, on voit une tendance de fond qui se dessine. Et cette tendance, c'est quoi? Le Bitcoin est en train de quitter son adolescence explosive pour entrer dans sa phase de maturité. Le point essentiel à comprendre, c'est que ce ralentissement des gains, ce n'est pas juste un passage à vide. C'est structurel. Donc des performances à, je sais pas, à plus 50 000%? Il est terminé. Terminé. C'est un mot fort. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de creuser ça. On va vraiment plonger dans cette analyse pour comprendre ce changement de paradigme. Absolument. On va d'abord regarder ce que les cycles passés nous apprennent, puis on va décortiquer les 9 raisons profondes qui expliqueraient ce phénomène. Et ensuite, on verra ce que les graphiques nous disent, là, maintenant, en janvier 2026. Pour essayer d'imaginer la suite, quoi. En gros, on va assister au passage à l'âge adulte du Bitcoin. C'est tout à fait ça. Et l'outil au cœur de cette analyse est assez spécifique. Pour voir cette tendance de fond, une simple ligne droite sur un graphique, ça ne suffit pas. Parce que la croissance est exponentielle, j'imagine. Exactement. On utilise donc ce qu'on appelle un modèle quadratique en échelle logarithmique. Oula, ça a l'air un peu compliqué. En termes simples, ça nous permet de voir quoi? En termes simples, ça nous permet de dessiner des courbes au lieu de lignes droites. Imaginez la trajectoire d'une fusée. Elle décolle à une vitesse folle, puis son accélération ralentit. D'accord. Ce modèle fait la même chose pour le prix. Il nous dessine 3 courbes clés. Une parabole rouge, en haut, qui est comme un plafond de verre, une résistance. Le maximum théorique. Voilà. Une parabole verte en bas, qui est un filet de sécurité, un support. Et entre les deux, une ligne médiane qui montre la tendance de fond. Et si on dézoome sur 15 ans, ces 3 courbes forment une sorte de cloche qui s'aplatit. C'est l'image même d'un cycle de vie qui atteint sa maturité. C'est très visuel. Très visuel, oui. Alors, avant de parler d'aujourd'hui, qu'est-ce que ce modèle nous raconte sur l'histoire du Bitcoin? On parle souvent de cycle. Oui, un cycle, pour faire simple, c'est la période qui va d'un point bas du marché au point bas suivant. Le Bitcoin en a connu 4 complets. Et là, nous sommes dans le 5e. On est dans la phase descendante du 5e, oui. Et la première chose qu'on remarque, c'est que la durée de ces cycles se stabilise. Les derniers ont duré 3,92 ans, 3,93 ans. On est très proche de 4 ans. Ce qui n'est pas un hasard, j'imagine. C'est le rythme du fameux halving. Exactement, cette division par 2 de la création de nouveaux bitcoins tous les 4 ans. C'est le métronome du marché. Mais ce n'est pas ça l'observation la plus frappante de l'analyse. Non, la plus spectaculaire, c'est la décélération brutale des gains d'un cycle à l'autre. Et là, les chiffres sont sans appel. Vas-y, dis-nous. Lors des 2 premiers cycles, le bitcoin a pris 53 000%. C'est un chiffre délirant. C'est ça. Pour le 3e cycle, celui de 2017, on est tombé à plus 10 836%. Ce qui reste absolument colossal, soyons clairs. Ah oui, colossal. Mais la tendance est là. Le 4e cycle, avec son pic en 2021, a fait 2080%. Et le 5e? Celui qui nous intéresse, avec son sommet en 2025? Plus 715%. Ah oui, on passe de 53 000% à 715%. Là, la chute est vertigineuse. Ce n'est pas une anomalie, c'est une tendance mathématique lourde, inscrite sur 15 ans. Une tendance structurelle. Ça veut dire que ce n'est pas juste un coup de malchance. L'analyse a donc dû identifier des causes profondes, au-delà des graphiques. Quelles sont-elles? Exactement. L'analyse en dénombre 9. La première, c'est la plus simple, la plus froide. Ce sont les mathématiques pures. Allons-y. La première raison, et la plus fondamentale, c'est ce que l'analyse appelle la tyrannie des grands nombres. C'est un concept simple. Plus un marché est grand, plus il faut d'argent frais pour le faire monter.
Logique. L'exemple chiffré est éloquent. Pour faire plus 53 000% au tout début, il a suffi d'injecter environ 160 millions de dollars de capital. D'accord. Pour le dernier cycle, pour obtenir seulement plus 715%, il a fallu que la capitalisation augmente de 2100 milliards de dollars. C'est fou, on parle de milliers de fois plus d'argent pour un rendement qui n'a rien à voir. Et si on pousse la logique jusqu'au bout, la conclusion est sans appel. Laquelle? Pour que le Bitcoin refasse un jour plus 50 000%, sa capitalisation devrait atteindre 870 000 milliards de dollars. 870 000 milliards. C'est 8 fois le PIB de la planète entière. Autant dire que c'est physiquement impossible. C'est la fin du rêve de la croissance infinie. Je comprends l'argument mathématique, il est implacable. Mais certains diraient que le Bitcoin n'obéit pas aux règles classiques. On n'a pas déjà entendu ça en 2017 ou 2021? C'est une excellente objection. Et c'est là qu'intervient la deuxième raison, la saturation du marché. Le Bitcoin suit la fameuse courbe de diffusion de l'innovation, la courbe en S. Les pionniers, la majorité précoce, etc. Exactement. Au début, il y a les innovateurs. C'est là qu'on a les gains les plus fous. Aujourd'hui, avec l'arrivée des banques, des fonds de pension, on est entré dans la phase de la majorité tardive. Le vivier de nouveaux entrants se réduit en fait. Mathématiquement, on a moins de carburant neuf à injecter dans le moteur, ce qui nous amène à la nature même de ces nouveaux entrants. Ce ne sont plus les mêmes profils. Plus du tout. C'est la troisième raison. La nature des investisseurs a radicalement changé. On est passé d'un marché dominé par les particuliers, le retail. À un marché où les institutionnels donnent le ton? Voilà. Le particulier est souvent guidé par l'émotion, le fameux FOMO, la peur de rater le train et la panique à la baisse. Ça crée des mouvements de prix explosifs. Alors que les institutionnels, un fonds de pension par exemple, n'agissent pas comme ça. Pas du tout. Eux, ils ont un horizon de placement de plusieurs années, voire décennies. Ils achètent de manière programmée, lissée. Ils ne paniquent pas sur une baisse de 10%. Leurs comportements agissent comme un stabilisateur en somme. Un énorme stabilisateur. Ils lissent la croissance et écrasent la volatilité. On est passé de milliers de petits bateaux très agiles à quelques supertankers. Et les supertankers, ça ne fait pas demi-tour sur place. C'est l'idée? Donc les maths, le type d'investisseur, tout ça change la structure du marché. Et j'imagine que l'infrastructure, le terrain de jeu, a aussi évolué. D'abord, la liquidité a explosé. C'est la quatrième raison. C'est-à-dire? En 2013, si vous placez un ordre d'achat de 10 millions de dollars, vous pouviez faire bondir le prix de 20%. Ah oui, quand même. Aujourd'hui, avec 10 millions, l'impact est inférieur à 0,01%. C'est une goutte d'eau. Un marché très liquide, c'est comme un matelas géant. Il amortit les chocs. À la hausse comme à la baisse. Voilà. Les mouvements extrêmes deviennent beaucoup plus difficiles. Et quand les gros joueurs arrivent, les régulateurs ne sont jamais loin. J'imagine que ça aussi, ça a joué un rôle pour calmer le jeu. Depuis, on est entré dans une ère de normalisation. Et c'est la cinquième raison. L'approbation des ETF en 2024 a été un tournant majeur. Le Bitcoin est devenu un actif légitime. Mais cette légitimité a un prix. Elle a un prix, on perd le potentiel de gain stratosphérique lié au risque et à l'incertitude. Et le moteur historique du Bitcoin, ce halving, est-ce qu'il perd aussi de sa puissance? C'est exactement ça, et c'est la sixième raison. L'impact du halving diminue mathématiquement. C'est un choc sur l'offre, mais ce choc est de plus en plus petit par rapport au stock total. C'est comme ajouter une cuillère de sel dans un verre d'eau ou dans une piscine olympique. C'est une image parfaite. En 2012, le verre d'eau était petit, l'effet était énorme. Aujourd'hui, on est dans la piscine. L'inflation annuelle du Bitcoin est passée de plus de 12% à seulement 0,83% après celui 2024. L'effet est marginal. Le Bitcoin semble donc de moins en moins le vivre dans son propre monde. Il rejoint le grand bain de la finance. La septième, c'est la corrélation croissante avec les marchés traditionnels. Pendant longtemps, le Bitcoin était un électron libre. Et ce n'est plus le cas. Non. Aujourd'hui, il est fortement corrélé au Nasdaq. L'analyse montre un pic à 0,52 en 2025. Concrètement, ça veut dire qu'il suit les grands cycles économiques, les phases de risk-on, risk-off. Il ne peut plus faire plus 50 000% si le S&P 500 ne fait que plus 20%. Il est arrimé au navire global, ce qui au fond est la trajectoire de n'importe quelle innovation majeure. Et ça nous amène à la 8e raison. La courbe de vie universelle, précisément. Que ce soit l'or, l'immobilier, Internet, tous les marchés suivent des phases. Émergence, croissance, maturité. Le Bitcoin entre simplement dans sa phase de maturité. Il reste une dernière raison,
plus interne au Bitcoin cette fois. Oui, et c'est un frein puissant. La pression vendeuse des whales, les baleines. Celles qui détiennent d'énormes quantités de Bitcoin. Exactement. La concentration est extrême. Environ 4% des adresses contrôlent 95% des bitcoins. Beaucoup sont là depuis les débuts et sont assis sur des profits colossaux. Et donc, à chaque hausse, elles vendent. Elles vendent une partie pour sécuriser leurs gains et les données on-chain le confirment. Des ventes massives ont eu lieu entre 100 000 et 126 000 dollars en 2025. Ces ventes créent un plafond naturel. D'accord, c'est très clair. On a donc un ensemble de forces puissantes qui convergent pour freiner le Bitcoin. Alors, avec tout ça, revenons à aujourd'hui, janvier 2026. On se situe où sur ce fameux graphique? Alors la situation technique est très parlante. La courbe rouge, notre plafond de verre, se situe à 124 837 dollars. Le sommet d'octobre 2025 à 126 183 dollars, C'est une confirmation très forte du modèle. très forte. En bas, la courbe verte, le filet de sécurité, est beaucoup plus bas. 24 243 dollars, ce serait la cible en cas de marché baissier très sévère. Et la courbe du milieu, la tendance de long terme, que dit-elle? C'est peut-être le signal le plus critique en ce moment. Cette ligne médiane se situe aujourd'hui à 54 770 dollars. Mais surtout, et c'est un point clé, elle est passée en couleur magenta en février 2025. Magenta. Ça ne sonne pas très bien. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que mathématiquement, la tendance de long terme est désormais considérée comme baissière par le modèle. C'est une inversion. Et le fait que le prix actuel, à 90 000, soit encore bien au-dessus? Suggère que nous sommes dans une zone de surévaluation relative. Un retour vers cette zone des 55 000 dollars pour tester la tendance serait un mouvement tout à fait cohérent. Surtout que le contexte macro n'incite pas à l'euphorie. Non, les flux vers les ETF se tassent, l'effet de nouveauté est passé, la croissance mondiale reste faible, on n'est plus dans l'exubérance de 2025. Alors, en compilant tout ça, quels sont les scénarios possibles pour l'année qui commence? L'analyse en propose 3, pondérés. Le plus probable, à 50%, est celui d'une consolidation haute. En clair, le prix continue d'osciller entre, disons, 70 000 et 110 000 dollars. Le marché digère la hausse, en quelque sorte. C'est ça. C'est le scénario de la normalisation. Et si le marché ne se calme pas, le deuxième scénario, Le deuxième, avec une probabilité de 35%, c'est une correction profonde, un retour au support structurel, la médiane vers 55 000, et si les choses tournent mal. le support vert vers 25 000, Et exactement, ça pourrait être déclenché par un choc économique externe. Et même si ça fait peur, ce serait aligné avec les cycles précédents. reste la possibilité d'une dernière poussée de fièvre, le scénario optimiste. Oui, le troisième scénario, mais le moins probable, avec 15% de chance. Un dernier rallye surprise vers 140 000 ou 160 000 dollars. Mais l'analyse est claire là-dessus. Ce serait un piège. Un bull trap classique, avant une correction encore plus violente. Alors, quand on met tout ça bout à bout, la conclusion est radicale. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du Bitcoin, que l'histoire est terminée? Pas du tout. C'est même le contraire. La thèse centrale, c'est que ce n'est pas une crise, c'est la maturité. Le Bitcoin n'échoue pas, il réussit. Et c'est son succès qui l'oblige à se normaliser. Exactement. Un actif qui pèse plus de 2000 milliards de dollars ne peut plus se comporter comme une start-up. La phase de croissance exponentielle est terminée. Une nouvelle phase commence. Et concrètement, pour quelqu'un qui s'y intéresse, ça change tout. Ça change les attentes. Il faut arrêter de rêver à des plus 20 000%. Les gains futurs seront plus modérés. Et donc, son rôle dans un portefeuille évolue. D'un ticket de loterie à... Un actif de diversification, de préservation de valeur, auquel on alloue une petite partie de son patrimoine, de 1 à 5% par exemple. Le message final est donc très clair. Le Bitcoin n'est pas mort, il a grandi. L'adolescence explosive est derrière nous, mais elle ouvre la voie à une nouvelle ère, celle de sa légitimation. Comme une composante permanente du système financier mondial. Cette analyse nous laisse avec une pensée assez fascinante. Si le Bitcoin, le pionnier, entre dans son âge adulte avec des rendements plus sages, ça ouvre une question vertigineuse pour l'avenir. En effet. La question n'est peut-être plus de savoir jusqu'où le prix du Bitcoin peut monter, Mais plutôt, quelle sera la prochaine innovation, la prochaine technologie qui connaîtra à son tour une phase d'adolescence explosive comme celle que le Bitcoin a vécue. et en même temps, on peut se demander si ce Bitcoin, maintenant adulte et intégré, ne nous réserve pas d'autres surprises, plus par la flambée de son prix, mais par l'évolution de son rôle, de son utilité,
dans un monde qui lui aussi est en pleine mutation? Et cette question-là, elle reste totalement ouverte.